trouvez pas? Écoutez, chers amis, merci beaucoup. Brian, où tu es? Il est là. Marcia. Tous les amis, je vous regarde, c'est bon de vous voir. C'est bon de nous voir ici, tous réunis à l'appel du Réseau pour la paix et l'harmonie sociale, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et c'est tellement réjouissant. Enfin, moi, j'utilise ce mot parce qu'hier, j'ai eu l'impression qu'on levait du sol. Hein? C'était impressionnant de nous sentir tous comme ça, suspendus à ce qui se disait, à ce qui arrivait. Et j'ai aimé vous retrouver aussi dans ces murs, car ici, surtout de l'autre côté, et dans d'autres parties du musée, la Fondation Michael Jean a tenu des rassemblements qui, pour tous ceux et celles qui y ont participé, restent inoubliables, avec des programmes que nous affectionnons beaucoup, notamment le Forum national sur le pouvoir des arts et le 4e mur, rendre l'invisible visible, et qui a fait entrer dans ce musée des jeunes, des communautés noires, des communautés musulmanes, je te vois qui fait, oui, et des jeunes autochtones, des jeunes musulmans, pour vraiment, je dirais, interpeller cet espace qu'ils ne croyaient pas pour eux, et y faire des choses, et y exposer de leurs œuvres et de leurs installations, ouverts au public, et les discussions ont été absolument formidables et intenses. Et moi, hier, ce que j'ai aimé, c'est, je ne sais pas si André est là, Andréo, s'il est encore là. André, pour te citer un peu, j'ai aimé ce festin d'éloquence. Hein? Oui. Tu vois, je prends ta métaphore, ce festin d'éloquence et d'intelligence. Hein? L'intelligence, toutes les nuances et le courage. Et je pense qu'il y a ça qui nous unit, il y a un courage, un vrai courage, et c'est avec ça qu'on fait, c'est avec ça qu'on agit. Il est réel. J'aime aussi l'esprit de clairvoyance. Je nous ai sentis comme ça, dans la clairvoyance, dans la vigilance, et la vigilance manifeste, parce qu'on a le même sentiment d'urgence. On sait que l'heure est grave. Et nous ne serons, je dirais, jamais assez clairvoyants, ni jamais assez vigilants. Et quand le temps nous est donné, comme ici, d'en prendre la pleine mesure, cela nous rend d'autant plus forts. Hein? Ça décuple, je pense, nos forces. Et à tout ce qui a été dit, tout ce que j'ai écouté, tout ce que j'ai ressenti venant de vous toutes et vous tous, j'aurais pu ajouter chaque fois mes témoignages, mes histoires, mon trop-plein d'épreuves et d'expériences. Et c'est vous dire combien j'ai fait corps et je veux que vous sachiez aussi combien j'ai été confortée par la vigueur de vos propos et la qualité de la réflexion, y compris dans les questions posées. Et quel bonheur, la fusion des énergies de Déborah Cher-Enfant, Rachida Ardouz, Fabrice Ville, Nathalie Carénard, Andréo, les artistes inuits et des territoires du Nord, dont Nina Segalovitz, absolument extraordinaire, sans oublier aussi ma si lumineuse, notre si lumineuse amie Michèle Odette. Et je sais que depuis ce matin, en atelier, toute cette énergie-là a continué de circuler avec des échanges qui ont été très fructueux. Et je le disais à Brian et à Anna, par-delà, vous savez, tous ces moments que nous vivons, tous ces moments qui mobilisent tous nos efforts, tous ces moments que nous créons, n'est-ce pas, dans le cadre de nos activités, de nos actions que nous portons. Et je parle de nous tous, je nous parle de nous tous et nous toutes ici présents, chaque association, chaque organisation, chaque équipe, chaque initiative, dont pendant 2 jours nous avons fait le compte ici, n'est-ce pas? Et comme il est vivifiant de voir que nous n'avons de cesse d'accomplir et d'agir, nous le sentons comme une nécessité, n'est-ce pas? Et cela est gratifiant. Le plus important, je leur disais à Brian et à Anna, et le plus grand bénéfice de ce forum, c'est de sentir qu'ensemble, nous formons un mouvement. Nous allons de nos moments et à nous tous et à nous toutes, et nous formons un mouvement.
Et c'est de ça dont il faut se souvenir, et c'est ça qu'il faut pérenniser. Donc la suite sera tout aussi importante, de rester en contact, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on a fait de tout ce qu'on a mis en commun ici, ensemble? Et surtout sentir que nous ne sommes pas seuls. Dieu que ça fait du bien. Hein? Que nous ne sommes pas seuls et que la somme de nos efforts fait la différence. Et de ça, nous devons être convaincus. Parce qu'en face, des forces adverses se coalisent. Nous le savons, nous les voyons, ça joue dur. Donc, je crois que c'est important de sentir que nous pouvons peser dans la balance. Mais partout à travers le Canada, hein, je peux en attester, partout à travers le monde aussi, je peux en témoigner, d'autres comme nous sont tout aussi engagés. C'est très beau à voir, au nom des mêmes valeurs, et en prenant aussi tous les risques, comme nous, en osant, comme nous, dire ce qui doit changer et pourquoi cela doit changer et comment cela doit changer. Et tous ces efforts mis ensemble, je le redis, pèsent dans la balance. Lorsque secrétaire général de la francophonie, dans un contexte où sur tous les continents, nous étions frappés de toutes parts, et je l'ai vu et je l'ai vécu de près, par le terrorisme, la radicalisation, l'embrigadement, et nous ne sommes pas encore sortis de ce fléau. J'ai lancé un mouvement qui s'appelait « Libre ensemble ». Ces mots sont forts quand vous y pensez. La liberté est une valeur fondamentale et c'est ça qui est en jeu. Donc, libre et ensemble dans cette liberté. Et ce que j'ai vu, c'est avec quel enthousiasme des jeunes de tous les horizons. Et j'aime la jeunesse sous mes yeux ici, là. Vraiment, de tous les horizons, de toute l'Europe, de la Corne de l'Afrique, du Maghreb, du Sahel, d'Afrique centrale, de l'océan Indien, du Pacifique, d'Asie, des Amériques, toutes origines, toutes confessions confondues, par millions, et c'était impressionnant, c'était assez saisissant, ces jeunes ont réagi et se sont saisis de cette plateforme Libre Ensemble et ont pris l'espace. Ont pris cet espace pour en faire un espace de réseautage, comme on a fait pendant 2 jours ici, parce que libre ensemble, ça voulait dire libre ensemble pour dire, pour penser, pour agir stratégiquement. Il faut agir stratégiquement, pour construire, pour se rencontrer, mettre en commun nos initiatives citoyennes, braver la torpeur, à grand renfort aussi d'imagination et de créativité et d'intelligence. J'insiste beaucoup sur l'intelligence. Pour les jeunes, c'était réjouissant, je prends encore ce mot, parce que ça donne de la vigueur, ça donne de l'espoir et l'occasion aussi de créer des liens et de créer des passerelles. Et surtout pour dire et réaliser une chose essentielle. Nous sommes beaucoup plus nombreux, soyons-en, conscients, que tous ceux qui professent la haine. Nous sommes beaucoup plus nombreux. Il faut qu'on le dise et qu'on le réalise. Tous ceux qui répandent le mépris et qui grincent des dents. Et nous savons que cela les rend d'autant plus hargneux qu'ils savent que nous sommes plus nombreux. N'est-ce pas? Et je dirais que sur ces continents, dans tous les pays où 70% de la population a moins de 25 ans, et que ces jeunes sont laissés pour compte, c'est une course contre la montre. Parce que des prédateurs, des organisations criminelles sans foi ni loi, malgré ce qu'elles prétendent, cherchent à exploiter le désarroi, à exploiter la colère, la précarité, le sentiment d'impasse. Alors, nous voyons aussi clairement ceux qui cherchent à s'emparer des pouvoirs ou à en faire leur monopole, tenir des discours tendancieux, populistes et réducteurs, exploiter ces temps d'incertitude, semer la terreur, diviser, chercher à instrumentaliser, à niveler par le bas. Mais règle générale, les populations aussi ont changé. Elles ont changé. Elles ne sont pas si dupes. Elles ne sont pas si dupes, même si tout est mis en place pour les duper. Et il existe encore, je dirais, une bonne réserve d'indignation. Cette capacité d'indignation, elle est excellente. Mes parents me disaient toujours, l'indifférence n'est pas une option. Il faut que tu vois ce qui se passe autour de toi. Il faut que tu comprennes ce qui se passe autour de toi. Parce que l'indifférence est un fléau qui introduit dans nos rangs l'égoïsme, le chacun pour soi, pour sa famille et pour son clan. Oui. Alors, il faut donc, je dirais, dans
cette intelligence vive en vous toutes et tous, et la liberté de penser, l'esprit de nuance, l'esprit critique, et non pas de carcan, la liberté de penser sans enfermement, de créer et d'agir, c'est dans cela qu'il nous faut investir, c'est cela qu'il nous faut cultiver dans toutes nos sociétés. Bon, bien sûr, la médiocrité nous affole. Hein, c'est affolant, ça nous désespère. On assiste, oui, on le voit, à un rétrécissement des esprits, des concepts tordus, malhonnêtes, complaisants, jusque dans les médias qui surfent et se rabattent sur les clichés, la désinformation, la médisance. Mais tout cela doit nous mobiliser encore davantage. C'est ce que je crois. Et tout ce que la pandémie nous a montré aussi, crûment, hein, sur les fossés existants, n'est-ce pas, et que nous n'avons pourtant cessé de signaler. Nous avons vu venir, nous avons toujours signalé cela. Et là, ça nous a vraiment explosé au visage, les conséquences du désinvestissement dans les politiques publiques, l'impact des compressions dans les services essentiels, dans les programmes sociaux, la profondeur des inégalités, des iniquités, le niveau d'anxiété, toutes nos solitudes, le désastre écologique, toutes les dérives, toutes les errances. Mais, vous savez, moi, je repartirai demain réconforté par ce rendez-vous et par nos retrouvailles. Et ces mots me viennent du plus profond de mon cœur quand je vous dis ça. Et ce réseau pour la paix et l'harmonie sociale dont nous faisons partie, et la Fondation Michaël Jean que nous avons créée, Jean-Daniel Lafont, donc mon mari et moi, lui, en puisant dans son précieux bagage de philosophe, cinéaste, écrivain, nous ensemble, partant de tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons observé, n'est-ce pas Jean-Daniel, apprécié, en sillonnant le Canada, ce que nous avons cherché et aussi réussi à mettre en relief, ce que nous avons soutenu partout au pays, partout au Canada, le Québec inclus, en parcourant le territoire, en allant volontairement au plus près des populations, au plus près des communautés, en portant une attention particulière aussi aux jeunes en situation d'exclusion, mais qui n'en pensent pas moins, dont la parole est vigoureuse, l'énergie, la créativité et le courage exemplaires. Nous sommes fiers de verser notre expérience dans la convergence de ce réseau, cher Brian, qui nous permet de faire front tous ensemble. J'ose dire ce mot-là, de faire front tous ensemble. Car c'est bien de cela, non, dont il est question, je pense. Unir nos efforts et faire front ensemble. Car ensemble, nous pesons, encore une fois, davantage dans la balance. Ensemble, nous sommes plus forts et plus aguerris. Et comme cela nous a fait du bien, n'est-ce pas, de nous tremper dans la parole de Michel Odette. Ah, Nous étions, je pense, suspendus à son récit. Et quel plaisir ça a été pour nous deux de vous prendre à témoin alors que nous nous disions ce grand amour que nous avons l'une pour l'autre depuis longtemps. Et c'est plus qu'un coup de foudre, hein? C'est ce plaisir immense de croiser nos regards, de croiser nos paroles, nos fers au feu de nos combats, alors que nous allons aussi là où on n'attend pas quelqu'un comme nous. Et nous y allons en réfléchissant à ce que nous en ferons et aux lignes que nous voudrons faire bouger des lignes, et pas pour nous-mêmes, hein, pas pour nous-mêmes, mais pour quelque chose de bien plus grand que nous encore. Et tout ce dont Michel a témoigné hier le disait. Cette lettre ouverte dans le quotidien Le Devoir que nous avons signée ensemble le dit aussi. Nous nous sommes parlé longuement, Michel et moi. J'ai pris la plume pour conjuguer nos propos, nos paroles. Et Michel m'a dit hier dans l'oreille, Michaël, promets-moi une chose, c'est de la dire à voix haute, pour nous deux, à la clôture. Mais avant ça, chante dans la langue de tes ancêtres. Alors, allons-y. Simbidlo yaye, dambala wedlo yaye. Simbidlo yaye, dambala wedlo yaye. Simbi upoko kone mwe, simbi upoko kone mwe yaye.
Dambala wedlo yaye. Aïe, bobo. Et alors, Simbi, dans le panthéon du vaudou, est la sirène. Elle est de la terre et de la mer. Elle est la médiatrice. Sa parole cherche à rassembler, à réconcilier. Elle a le don du verbe. Elle établit une passerelle entre les deux mondes. Simbi. Son nom a la consonance du vent et des vagues. Simbi, Simbi. Elle brise les solitudes, elle est représentée à l'identique et à les mêmes vertus que la déesse Sedna chez les peuples inuits. Simbi, Sedna. Et j'aime cette convergence spirituelle, et j'aime celle de nos expériences, la convergence aussi de nos expériences et de nos histoires. Voici donc la parole de Michel et la mienne, je tiens la promesse. Ça vous va? Oui. Même si vous l'avez lu, ça va quand même? Oui. Okay. Parce que c'est bon de la dire. Et l'exclusion est une arme de destruction massive. Plus de 200 personnes provenant d'une centaine d'organisations sont rassemblées cette semaine par le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal, dans le cadre du Forum sur la diversité et l'inclusion, une convergence des pratiques pour l'unité d'action. L'intention est un appel à la mobilisation, à l'importance de rallier tous nos efforts, car l'heure est grave. L'exclusion, le racisme dans les mentalités, dans nos entreprises, dans le milieu du travail, jusque dans nos institutions publiques, d'où la qualification de systémique, qui dérange, mais qui n'en est pas moins réelle et dramatique, mine et détruisent des vies. Nos pensées vont à Joyce et Echaquan, ses enfants, son époux et ses proches. Il y a combien d'autres encore? Les faits accablants sont depuis longtemps étalés dans nombre de rapports et d'enquêtes. Les listes des plaintes, des offenses et des traitements inéquitables s'allongent. Mais le déni persiste, jusqu'au plus haut niveau, parfois jusqu'à l'insulte, car demander à celles et ceux qui en témoignent de se taire en est une. Mais qu'à cela ne tienne, nous qui signons ici ensemble et participons à la réflexion, avec un même et profond sentiment d'urgence, estimons que la fin de non-recevoir fait partie du problème et l'aggrave. L'exclusion est une violence. Il faut prendre conscience des impacts dévastateurs. Nous sommes toutes deux de ces populations les plus éprouvées par cette violence qui affecte principalement et gravement les communautés autochtones et les communautés noires. Les données recueillies par Statistique Canada le confirment et le démontrent. Voyez qui parle, direz-vous. L'une a été la 27e gouverneure générale du Canada, l'autre est sénatrice. Détrompez-vous. Nous avons vécu la discrimination et l'exclusion dans notre chair. Sur tout notre parcours, nous en connaissons la morsure et l'humiliation. Il nous arrive encore, et à nos enfants également, d'en ressentir l'indignation et la colère. Nous avons aussi des yeux pour voir. Nous prenons le temps d'entendre et les mots ne nous manquent pas pour dire ce qui marginalise, met en danger, expose à tous les risques, brise des rêves et des aspirations, produit la honte, jette dans un sentiment d'impasse, désespère et fait mourir. Combien de fois nous a-t-il fallu nous reconstruire? Nous, les dépossédés de tout, y compris de notre humanité, que le colonialisme a cherché à décérébrer, nous qualifiant de sauvages, de brutes et de bien meubles, en somme clairement d'une race inférieure. Nous avons malgré tout résisté et survécu. Nous connaissons la force de nos combats et de nos accomplissements. On ne sort cependant pas indemne de ces siècles d'ignominie. Et le racisme d'aujourd'hui dit encore celui d'hier. Croyez-nous, il est là, y compris dans ces institutions qui nous tiennent à l'écart et qui bafouent nos droits. Éradiquer ces situations que nous n'avons de cesse de décrire et d'expliquer, et sachez-le, cela très souvent nous épuise, doit être l'affaire de tout le monde, y compris des pouvoirs et des décideurs.
Mais ce que nous demandons, c'est jamais rien sans nous. Jamais rien sans tenir compte de ce que nous vivons et de notre façon de l'exprimer. D'autant plus que le coût social de l'exclusion est un déficit majeur pour l'ensemble de la société. Un déficit de justice et de participation. Un déficit d'idées et de perspectives. Un déficit d'énergie et de synergie constructive. Un déficit d'action et de responsabilité. Un déficit de vision et de possibilités. Un déficit de démocratie et de développement sur tous les plans, y compris celui de la croissance économique. Il est temps de réaliser que ce que nous exigeons est en faveur du bien commun et dans l'intérêt général. Ce que nous disons simplement, c'est qu'il faut y voir collectivement et surtout courageusement. Les ornières font entrave au dialogue. Penser que nommer le problème est clivant et par conséquent irrecevable, c'est passer à côté de tant de sensibilité et de tant de souffrances qui doivent être entendues et dont il faut s'instruire pour mieux agir. Il nous faut travailler de manière inclusive, collaborative et responsable, organismes communautaires, institutions universitaires, organisations artistiques et culturelles, avec la jeunesse et les femmes militantes, les acteurs des secteurs publics et privés, en priorisant aussi les milieux les plus névralgiques, notamment ceux de la justice, de l'éducation et de la santé. Soyons partenaires, enfin, dans ce combat dont nous aurons toutes les raisons de nous enorgueillir. Cessons de parler de la problématique autochtone ou de la problématique des Noirs, des immigrants, des réfugiés, des musulmans, des Juifs, des étrangers. Ce dont il est question est affaire de justice, d'humanisme et d'un projet de société. La diversité est une richesse. Inclure est une somme de valeurs ajoutées. Michel Odette, Michaël Jean. Et vous savez, ce que j'aime en lisant nos noms réunis, c'est que nous étions prédestinés à porter le même prénom, celui de l'ange gardien qui porte le Verbe. Il vient de l'hébreu, n'est-ce pas? Il vient de l'hébreu. Michael ou Michal, Michel, qui signifie, et ça c'est lourd, ça signifie quoi? Qui ressemble à Dieu. Oh. Excusez-moi, c'est lourd. Mais j'aime dire en plaisantant que Dieu est le Verbe et le Verbe est amour. Ouais, donc, chaque personne hier a pris le temps de dire son histoire. J'ai envie de vous dire de quelle histoire je viens. Simbi. Je suis née de ces dizaines de millions de femmes, d'hommes et d'enfants arrachés à leurs parents, capturés pour être déportés, vendus comme des bêtes de somme, leur vie broyée dans les rouages ignobles et immoraux d'un commerce des plus odieux, la traite négrière, transatlantique, déployée pendant 4 siècles sur 3 continents, l'Europe, l'Afrique et les Amériques. On ne dira jamais assez la cruauté, les violences et la haine. On ne dira jamais assez la somme des crimes commis, un génocide, pour assurer la prospérité des puissances coloniales européennes dans leur conquête de l'Afrique et des Amériques, dont ils n'eurent de cesse d'exploiter, de massacrer, d'appauvrir, de ruiner et d'exterminer les populations. Je suis née de la colonie française de Saint-Domingue, où un puissant appel à résister, porté par de vaillants combattants noirs, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion, Henri Christophe, mais surtout, ne l'oublions jamais, suivi avec détermination par 500 000 esclaves révoltés, des hommes, des femmes, certes anonymes, mais armés d'un courage indomptable et invincible. 3 mots, retenons-les, ont été déterminants. 3 mots sublimes: liberté, égalité, fraternité, qui signifiaient
la possibilité de renaître à eux-mêmes. Et qu'importe que ces mots aient été dits dans la langue des maîtres et de l'oppresseur, nos ancêtres les ont reconnus dans leur chair. Ils se les sont appropriés, comme on s'empare d'un butin, d'un dû, d'un trésor à partager. Le beau trésor que voilà. Liberté, égalité, fraternité. 3 mots, blason d'un combat. Un combat éprouvant jusqu'au sang, mais jamais comme la morsure du fouet, de l'humiliation, du viol et du racisme. Jamais comme les siècles de traite infâmes et inhumaines. Ils étaient déterminés à faire reculer l'impensable et à vaincre l'impossible. Un système économique parfaitement maîtrisé dans l'horreur. Pendant plus de 4 siècles, s'abreuvant à l'idéologie de la suprématie de la race blanche et de la conquête. Liberté, égalité, fraternité. Pour nous aussi, les nègres, qui n'étions pas invités au banquet de la Révolution française, ni à celui des Lumières, ni à manger de ce pain-là. Nous saluons les alliés abolitionnistes, mais ils n'étaient qu'une poignée. Ainsi fut fondée la première République noire de l'histoire de l'humanité, le 1er janvier 1804, la République d'Haïti. De l'exploit de nous, nègres et négresses, affranchis par nous-mêmes, pour mettre au monde le premier État à abolir l'esclavage. Vous avez usé du mot nègre pour nous avilir, pour nous briser. Nous lui injecterons désormais un sens noble. Nègre, dans notre langue et la langue de notre émancipation, voudra dire homme, et pour tous les hommes, qu'il soit blanc ou noir, tout homme sera désigné par le mot nègre, et lorsqu'il est juste, on dira de lui qu'il est un bon nègre. La subversion. Prendre le mot de l'injure et le transformer, lui injecter du sens. Vous nous avez dépossédés de tout, de nos lieux, de nos territoires, de nos biens, de nos liens, de nos langues. Vous nous avez renommés à votre guise et pour la servitude, sans plus de patronymes. Nous nous approprierons de tous les patronymes les plus célèbres de l'Occident. Nous nous nommerons Voltaire, Rousseau, Démosthène, Apollon, Auguste, Ambroise, César, Cantave, Alexandre, Hippolyte, Beethoven, Neptune, Mars, Oreste, Pomérac, Rameau, Salomon, et j'en passe. La subversion. Nous prenons tous vos noms. Regardez les noms de famille en Haïti. Étonnant, non? Vous retrouvez aussi tant de patronymes acadiens de tous ces déportés du Grand Dérangement, car certains des bateaux les transportant ont été refusés d'accoster par des villes américaines. Ils pousseront plus au sud qu'on ne le pense, plus au sud de la Louisiane et de la Caroline du Sud, jusqu'à la colonie française de Saint-Domingue et celle de Guyane. Ces petits blancs, sans fortune, artisans, qui refuseront le système plantationnaire et esclavagiste, qui seront condamnés aux travaux forcés et qui se joindront au mouvement des esclaves révoltés. Leurs noms sont là, ils sont restés. Tout comme ces Polonais, mis à bord des dizaines de bateaux envoyés par Napoléon Bonaparte, qui venait de conquérir la Pologne et qui envoyait au front des colonies, ces Polonais pour mater sous promesse de récompense les nègres insurgés et pour rétablir l'esclavage. Dès l'encre jetée, ce sera la mutinerie. Et les Polonais se joindront aux forces révolutionnaires contre Napoléon. Pour la première fois, l'on parlera de la mondialisation des solidarités. Liberté, égalité, fraternité. Ils deviendront haïtiens. Oui, haïtiens, car à la terre souillée par notre avilissement et en la décolonisant, nous avons redonné le nom de ses origines, Haïti. Haïti Boyo Kiskeya, qui signifie terre montagneuse dans la langue des premiers peuples de ce territoire qui n'ont jamais cédé. Nos frères et nos sœurs, nos ancêtres, dont le sang et l'ADN continuent de nous marcher dans le sang, dans nos veines, et qui nous ont beaucoup appris. Ils nous ont abrités dans les forêts où les derniers s'étaient réfugiés. Les peuples Arawak, Taïno, Caribé, décimés.
Quel désastre! Nous aurions pu pourtant nous rencontrer autrement. Liberté, égalité, fraternité. Pas seulement pour nous, Haïtiennes et Haïtiens, mais pour tous les peuples conquis de la terre, dira le premier président de la République d'Haïti, Alexandre Pétion. À Simon Bolivar, n'est-ce pas? El Libertador. El Libertador des colonies des Amériques latines et à qui Haïti accordera l'asile. Et le président Pétion lui donnera aussi des ailes avec ses maigres ressources, malgré l'embargo général des puissances impériales et coloniales, pour empêcher tout débouché pour Haïti sur les marchés continentaux et internationaux. Alexandre Pétion décida de financer, d'approvisionner en denrées essentielles les expéditions de Bolivar pour étendre la décolonisation à tout l'hémisphère des Amériques, mais à une unique condition, que partout, tous les esclaves soient libérés. Il fit comprendre à Bolivar lui-même, fils de propriétaire de plantations et d'esclaves, que la décolonisation devait passer par la liberté, l'égalité, l'équité, la justice pour toutes et pour tous, sans exception. Quelle belle histoire, n'est-ce pas? Ainsi naquirent les républiques des Amériques latines que nous connaissons aujourd'hui, de la bravoure, de l'exemple et du mouvement impulsé par Haïti. Il n'y a pas de petits peuples, ni de grands peuples. Il n'y a pas de petites nations, ni de grandes nations. Il y a des peuples de courage et de persévérance. Je ne dis jamais résilience. Persévérance, résistance, à qui les puissants le feront néanmoins payer très cher. La France réclamera des indemnités, l'équivalent, dit-on, de 21 milliards de dollars en réparation pour les biens perdus par les anciens maîtres des plantations, que des générations jusqu'à celles de mes parents dans les années 50 ont fini de payer, intérêts compris. Disons-le clairement, nous avons dû payer pour notre liberté et l'affirmation de notre humanité. L'économie haïtienne ne s'en remettra jamais. Et aujourd'hui, on ne peut dire Haïti sans ajouter le qualificatif du pays le plus pauvre de l'hémisphère. Les journalistes qui rabâchent ce stigmate savent-ils seulement la blessure et tout ce qui se cache derrière? Alors, ce dont nous avons hérité aussi dans les décombres du colonialisme, et Michel en parlait aussi, c'est la discorde, la division et le racisme. Ça vous dit quelque chose? Alors, c'est à tout cela que je pense, alors que la Fondation Michael Jean porte depuis 2017 le sommet pan-canadien des communautés noires, The National Black Canadian Summit, toujours sur le fil rouge du combat contre l'exclusion. Et l'appel lancé par les communautés noires, avec beaucoup de force, en mettant clairement au jour les défis et les réalités, c'est que cela doit être l'affaire de tout le monde. Ça doit être l'affaire de tout le monde. Nous voulons qu'au Canada, la justice, l'équité, les droits fondamentaux, l'inclusion dans la diversité triomphent des préjugés et de la haine. L'invitation est lancée à toutes et à tous de venir contribuer à la réflexion en faveur d'un plan national d'action stratégique pour l'éradication de la discrimination raciale systémique, partout où il faut interroger les pratiques. Donc, dans moins de 100 jours, se tiendra le 3e sommet pan-canadien des communautés noires, qui viendront de tout le pays jusqu'à Halifax, en Nouvelle-Écosse, témoigner, discuter de leurs expériences, des défis à relever, des actions en cours, et qui donneront leur juste sur ce qui doit changer, comment nous pouvons et comment nous devons faire mieux. Et la mobilisation, je vous le dis, est considérable. Même durant la pandémie, nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons tenu toute une série de conférences virtuelles pour faire le point, pour voir, voilà, sur toutes les questions cruciales, justice, santé mentale, éducation, entrepreneuriat et emploi, pour dresser un état des lieux et assez inédit aussi des enjeux, des défis, des actions portées et des impacts. Et même en situation de confinement, le travail ne s'est jamais arrêté. Et je dis dans les communautés, les gens ont travaillé, c'était impressionnant. Enfilaient une réunion après l'autre, jusque tard le soir. Et tout le travail effectué par ces associations pour demeurer en contact a été monumental et impressionnant. Alors les échanges seront francs sur des thèmes urgents, essentiels, entre des femmes, des hommes, des jeunes éloquents et de grande volonté, des leaders communautaires, des décideurs des secteurs publics et privés, des acteurs institutionnels, des parlementaires, des personnalités
émouvante, inspirante, des créateurs, des artistes engagés, des expertes et des experts issus des communautés même, et dont le calibre est absolument remarquable, en raison de leur engagement et de leur prise directe, et qui partageront avec nous des faits, des données et des documents inédits. Alors je pense qu'on ne s'ennuiera pas une minute. Et c'est une occasion exceptionnelle, je pense, à ne pas manquer et qui sera inoubliable. Alors c'est une invitation que je vous lance. C'est une invitation que je vous lance. Et nous avons mis en présence vraiment des gens formidables et ce dont tous conviennent, c'est que pour que les changements réels auxquels nous aspirons deviennent réalité, il faut des alliances solides. Non ? Il faut des alliances solides, réciproques et durables, que nous participions toutes et tous au dialogue et aux solutions. Chacune et chacun a un rôle à jouer dans la déconstruction de la discrimination raciale qui est partout accablante à travers le monde, y compris au Canada. Et le sommet se tiendra pendant 3 jours. Prenez note. Au Centre des congrès d'Halifax, du 29 au 31 juillet 2022, juste à temps et fin prêt pour participer aux activités et célébrations du 1er août, qui est la journée de l'émancipation. C'est important ce mot-là, émancipation, fortement marqué par les communautés afro-néo-écossaises. Alors nous serons en territoire Mi'kmaqui, et le sommet sera placé sous les bons auspices du peuple Mi'kmaq, sur leurs terres ancestrales, dans la fierté de leur tradition d'accueil et la reconnaissance également que nous sommes tous des peuples de traité. Nous nous sentons forts de cette alliance et de ces liens profonds, ancestraux et historiques avec nos sœurs et nos frères autochtones. Nous allons croiser nos mémoires, le sens de nos paroles et de nos combats. Et ce qui est très intéressant, ce sont aussi tous les métissages entre les communautés noires et Mi'kmaq. Plein de gens qui portent ce double héritage. Et comme Halifax est aussi le berceau de la présence noire au Canada, qui remonte à plus de 450 ans, une histoire que les Afro-Néo-Écossais ont une envie immense et une impatience aussi de partager. Donc il y aura une visite des lieux et des repères culturels et historiques au programme. Et les jeunes délégués seront mobilisés dans des ateliers d'écriture et de création autour des thèmes du sommet, reconnaissance d'un parcours éprouvant, d'identité forgée dans la résistance, de combat vers l'émancipation, justice, les droits et libertés à reconquérir, les barrières à faire tomber, les impacts dévastateurs du racisme sur la santé mentale, sur les conditions de vie, sur les aspirations, les attentes, les exigences aussi de respect qui seront exprimées, d'équité et d'inclusion, et puis développement, l'impérieuse nécessité de combler le déficit lié à l'exclusion des Noirs dans l'espace économique et entrepreneurial formel, l'administration et les espaces décisionnels. Donc voilà, je peux vous dire aussi que le moment culminant du sommet sera l'adoption de la déclaration d'Halifax, qui rassemblera les points focaux des discussions et des délibérations, les axes stratégiques de la mobilisation, les suites, comme on le fait ici, là, les recommandations, les attentes et les exigences. Et une délégation spéciale de représentants des Nations Unies se joindra au sommet pour une répercussion mondiale de la déclaration. Donc, on ne peut pas sous-estimer l'importance, je pense, de ce sentiment de mouvement, de ce rassemblement convoqué par, mais avec tous, donc convoqué par les communautés noires à l'échelle nationale. Et je pense que comme nous l'avons vécu aussi hier, et certainement encore dans les ateliers aujourd'hui, la douleur et la joie coexisteront. Dans chaque parole, chaque idée, chaque témoignage, tout sera dit avec cœur. Et alors que nous nous pencherons sur certains des problèmes et des enjeux les plus graves qu'il nous faut affronter dans notre pays, car nous mettrons aussi en relief la valeur de nos actions, de nos accomplissements, nos forces, notre persévérance et notre courage. Et je pense que tout ce que nous formulerons collectivement, comme piste de solutions tangibles et audacieuses, je pense que tout marquera, je pense, notre volonté de faire mieux. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ce plaisir. Merci beaucoup.
Bobo! Projet. J'avais une question par rapport au niveau personnel, parce que souvent ce qui se passe, c'est que beaucoup de porteuses, en tant que dans la communauté racisée, de ce qu'on fait par exemple, si on fait une erreur, on se dit, ce ne sera pas moi qui ai fait l'erreur, on risque de voir les noirs, etc. En arrivant au niveau où vous êtes arrivé, comment on fait pour se décharger de cette poids qui peut être très lourde? Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidée, elle s'appelle Esmeralda Thornhill. Je ne sais pas si vous la connaissez. Louise, vous ne la connaissez pas, c'est Esmeralda qui est une juriste extraordinaire. Et je venais d'entrer à Radio-Canada, journaliste, et j'étais la seule noire dans la salle de l'information, donc des nouvelles. Parce que, bon, il y avait des Noirs à Radio-Canada, mais souvent on les voyait dans des postes où, voilà, pour l'entertainment, on a du rythme. Hein. Donc, moi, j'arrive dans cette salle des nouvelles, mais avant d'y arriver, j'ai eu à passer de nombreux entretiens. Et au dernier, on m'a dit « Mais... allez-vous être capable de vous intégrer ?» Et moi, je suis un peu interdite par la question, mais je vois venir. Et ma stratégie, c'est de la faire répéter. Je ne réponds pas vraiment. Je la fais répéter 2 fois, 3 fois, 5 fois. Je pense qu'on est allé jusqu'à au moins 6 ou 7. Et je dis, mais écoutez, moi, je suis arrivée au Québec en 1968, là. Là, on est en 1989, me demander si je vais pouvoir m'intégrer. Vous voulez dire quoi, au fait? Là, je renvoie la question. C'est une stratégie très importante. Le miroir. Vous savez faire ça? L'effet miroir, vous renvoyez la question. Mettez l'autre face à lui-même ou à elle-même. Et il faut développer des techniques, hein? Et il me dit, bon, écoutez, là, comprenez, là, vous allez être la seule puis la première noire dans la salle des nouvelles, là. Le chat était sorti du sac. Et là, je dis, écoutez, jusqu'à présent, on a parlé de compétences, on a parlé de capacités, on a parlé, voilà, du métier. Là, vous me parlez de la couleur de ma peau. Je dis, mais vos équipes ont un problème ou quoi? Parce que moi, je ne suis pas un problème. Je dis, vos équipes ont un problème. Donc, j'ai dit, écoutez, puisque c'est ça, notre discussion va s'arrêter là. Non, 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 non. La peur, hein, que je sorte, je fasse le seuil et que je dise, vous rendez-vous compte? Et il me dit, bon, écoutez, ça ne sera pas facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Et là, pression. Je ne peux pas échouer. Je n'ai pas droit à l'erreur. Parce qu'au fait, j'ouvre la voie, puis je veux qu'elle reste ouverte. Stress! Donc, je vais à une conférence d'Esmeralda Thornhill qui raconte comment elle est noire, c'est une juriste noire de la Nouvelle-Écosse. Elle raconte comment les personnes qui se retrouvent dans des lieux où on ne les attend pas, dans le milieu du travail, sont beaucoup plus sujettes au stress et à l'épuisement professionnel. Parce qu'il est illogique de penser qu'on n'a pas droit à l'erreur. On apprend de nos erreurs, n'est-ce pas? On apprend, et pour tout le monde, c'est ça. On ne naît pas journaliste, on le devient. Et on apprend. Donc parfois, on peut être un peu à côté, et puis... Et elle dit donc qu'il faut se débarrasser de ça. Première chose dans nos têtes. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Il faut que je fasse 10 fois plus. Même nos parents nous disent ça. Tu sais qu'il faut que tu fasses 10 fois plus. Hein?
hein? Ouais. Exact. Il faut que tu fasses toujours mieux et 10 fois plus. Hey! Elle m'a libérée, parce que dans tout ce qu'elle disait, je me voyais. Je me voyais, et puis je me disais, ah non, c'est pas possible, moi je suis en train de tomber là. Et j'ai fait ce travail, et bon sang, je me suis mise à travailler mieux, vraiment là, avec enthousiasme, et puis j'étais, je sais pas, je suis quelqu'un qui peut absorber les chocs, mais je me sentais dans la légitimité de mon apport. C'est ça, au fait. Il faut toujours se dire que... Et aussi, quand on vous frappe, quand arrive le coup bas, le coup de poignard que vous ressentez sous l'omoplate, et souvent, moi, je le ressens là, sous l'omoplate gauche, côté cœur. La haine, c'est tellement pas en moi, hein, que quand la haine vient, c'est là que je le ressens. Puis je vous assure, je ne peux plus respirer. Je sens la lame. Et j'apprends ça aux enfants. Je leur dis, tu vois, ne te laisse jamais casser, ne te laisse jamais briser. Et parfois, tu seras tout proche d'un but auquel tu aspires, que tu veux, et tu sais tout ce que tu pourrais y mettre, tout ce que tu as à offrir, ça t'arrivera. Et si tu sens qu'en face, il est clair que ce n'est pas de quelqu'un comme toi que l'on veut, en raison de ta différence, dis-toi que ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est l'autre qui rate une chance incroyable et que tu en trouveras d'autres qui, de toute façon, comprendront que tu es une chance. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça.